de suite le docteur Gilles Besnénou à Paris. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Cannes en Israël. Alors, docteur Besnénou, on a eu déjà l'occasion de vous interviewer au tout début de la crise du coronavirus, au tout début de l'épidémie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez créé très vite avec un groupe de médecins, une page Facebook, une page d'information, une page qui était mise à jour en permanence et qui donnait un tas de conseils et d'informations médicales, qui a beaucoup rassuré les gens. Et vous avez eu plus de 25 000 personnes qui se sont inscrites sur cette page et qui ont suivi toutes les données médicales, les données scientifiques, les données psychologiques, tous les conseils. Et puis il y avait même des consultations qui se déroulaient sur cette page. Enfin, c'était tout à fait incroyable. Docteur, après plusieurs mois du début de l'épidémie, il y a beaucoup de patients qui sont guéris, autant en France qu'en Israël. Et pourtant, on parle aujourd'hui de séquelles du virus. C'est-à-dire qu'ils sont guéris, mais ils ne sont pas vraiment guéris. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, au début, on a parlé de séquelles. Aujourd'hui, je pense qu'il faut parler de Covid long. Alors, parce que quand on parle de séquelles, c'est par exemple des patients qui sont partis en réanimation et qui ont des séquelles. Eux, ils ont des séquelles parce qu'ils ont des difficultés à marcher, ils ont une atrophie musculaire, ils ont une restriction pulmonaire. Enfin, ça, ce sont des séquelles. Mm-hmm. Par contre, les Covid longs sont des gens qui ont eu des formes mineures ou plus sévères, pas forcément très sévères au point d'aller en réanimation, mais mineures ou sévères, et qui ne guérissent pas. Comme quoi, par exemple ? C'est-à-dire que, alors qu'il s'est guéri au bout de 10 jours, on va réapparaître au bout de 15 jours, 3 semaines après, de nouveau une grande fatigue, de nouveau une gêne respiratoire, de nouveau des tremblements au niveau des mains, des espèces de fourmillements au niveau des membres inférieurs ou au niveau de la bouche. Il va apparaître des acouphènes, c'est-à-dire des bruits dans les oreilles, l'impression d'oreilles bouchées. Il va apparaître des palpitations, et le tout va s'accompagner d'une grande angoisse parce que en fait les patients qu'on appelle maintenant Covid long et non pas des séquelles, c'est une forme spécifique particulière à ce Covid, et ces patients sont des gens qui n'ont pas encore guéri, en fait, qui ont toujours des symptômes dus à leur Covid, alors que le Covid a disparu en eux, puisqu'on sait que le Covid, au bout d'un mois, il ne le porte plus, puisque les PCR sont souvent négatives, mais le patient ressent toujours des signes cliniques, et surtout une grande fatigue. Alors, voilà. À la sérologie, ces patients-là, ils ont des anticorps. Et alors, le plus souvent, ils ont des anticorps. Mais là, il y a un grand désarroi, c'est quand les anticorps sont négatifs. Parce que vous savez que les tests sérologiques ne sont pas fiables à 100%. Parfois, on les fait soit trop tôt et les anticorps ne sont pas encore apparus, soit trop tard et les anticorps ont disparu ou du moins sont à un faible taux et on n'arrive pas à les détecter. Et ça panique encore plus les gens, alors que le diagnostic de Covid-19 est sûr, qu'ils l'ont eu, c'est sûr, et la symptomatologie le confirme. En fait, maintenant, moi, je fais le diagnostic de Covid, non plus sur les tests, mais sur la clinique. Sur la clinique, c'est-à-dire sur les symptômes. C'est-à-dire sur les symptômes, c'est-à-dire sur le fait qu'ils aient perdu l'odorat, sur le fait qu'ils aient étouffé au début, qu'ils aient eu de la fièvre, qu'ils ont fait une espèce de grippe, qu'ils aient eu des signes d'étouffement, une bronchite, qu'ils aient eu au scanner une image d'envers dépoli qui est spécifique, qui est souvent d'ailleurs le meilleur examen pour faire le diagnostic de Covid, bien supérieur au test PCR et à la sérologie. C'est-à-dire la radio pulmonaire elle-même, ou le scanner. Le scanner. Le scanner pulmonaire, parce que le scanner, les images dans le scanner pulmonaire, quand on en a, elles vont perdurer plus que 2-3 mois. Pour revenir à la normale. D'accord. Donc c'est un bon examen pour valider le diagnostic initial de Covid. Alors, dans la liste des séquelles du Covid long, comme vous l'appelez, vous n'avez pas parlé des problèmes sur le système nerveux et sur le cerveau des médecins américains. On parlait dans une étude qu'ils observaient beaucoup de symptômes de perte de confusion. Oui, je sais, j'ai lu ça. J'ai lu que même en Israël, il y a des papiers qui sont sortis où il y avait des troubles de la personnalité. Tout à fait. Où il y avait des troubles de la confusion, des troubles de la mémoire. Nous, j'en ai pas vu.
Nous, moi, je pense qu'on est un groupe de 25 000 personnes. On a quand même un reflet assez large de la pathologie. Oui. Et peut-être qu'il y a une différence entre les Covid longs dans certains pays et en France. En tout cas, ça ne ressort pas dans notre groupe, et pourtant il est riche, 25 000 personnes Bien qui sûr. nous écrivent Bien sûr. parce qu'il est encore vivant, le groupe. Nous ne l'avons pas fermé parce qu'on a vu que ces Covid longs sont apparus il y a à peu près 3 semaines, un mois. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour nous à Paris. Donc on a vu apparaître ça, et c'est pour ça qu'on a laissé le groupe ouvert, parce que par contre on voit une grande détresse psychique chez ces gens-là. Mais on n'a pas, en tout cas moi je n'ai pas vu de troubles cérébraux comme on le décrit aussi bien j'ai lu un papier en Israël et puis j'ai lu un papier effectivement aux États-Unis. Moi je ne l'ai pas vu à Paris, mais vous savez il y a des spécificités un peu dans les pays. Comme chez nous on a eu beaucoup de pertes d'odorat, dans d'autres pays il y en a eu moins. Bon, peut-être que le virus n'est pas forcément identique à 100% dans tous les pays, ou plus ou moins important dans certaines zones du corps dans certains pays que d'autres. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu, et je demande beaucoup d'IRM, parce que cérébral, puisque on a beaucoup d'acouphènes, d'oreilles bouchées, on a des douleurs, beaucoup de maux de tête dans les Covid longs. Donc l'IRM cérébral est un test qu'on en demande vraiment largement, et je n'ai jamais vu un problème. Voilà. Bon, maintenant, je vous parle de mon expérience, mais quand même, c'est une expérience que j'ai faite au travers d'un groupe de 25 000 personnes. Quand même. Et alors justement, les dégâts qui sont faits quand vous faites justement des IRM et que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit comme dégâts sur les patients par le Covid? Qu'est-ce que le Covid abîme en fait dans le corps? Le problème de ces Covid longs, et c'est ça qui les met dans un grand désarroi, c'est qu'on ne trouve rien. Alors, chez certaines personnes par contre, il faut éliminer des complications comme les péricardites, tout ça. C'est-à-dire que c'est des gens chez qui il faut faire tous les examens. Il faut pas hésiter à faire des échographies cardiaques, à faire une IRM cérébrale. Il faut chercher des choses parce que les gens se plaignent et il faut les croire. Donc moi, je fais beaucoup d'examens. Et à part les péricardites que l'on retrouve assez souvent. Le péricardite, c'est avoir du liquide dans l'enveloppe du cœur et qui empêche le cœur de bien se contracter. Et les gens ont des palpitations. À part ça, moi, je n'ai pas vu de signes objectifs dans des examens complémentaires. Et c'est ça ce qui panique en fait les gens. C'est qu'on leur dit vous avez rien, et c'est dans la tête. Alors là, quand on leur dit c'est dans la tête, ouais. ça c'est le coup final, quoi. Voilà. Et, docteur, il y a des services aujourd'hui qui ont ouvert, des services spécialisés pour les Covid longs, en Israël en tout cas, et même en France, je crois. En France aussi, oui. Alors, bien sûr, c'est une nécessité. Ça va être obligatoire parce que c'est une pathologie, il y a des milliers de patients. C'est pas. Et alors, comment les médecins se forment justement à cette nouvelles pathologies sur le tas. Il y a beaucoup de comparaisons quand même, parce que nous, maintenant, on commence à comparer, enfin moi en tout cas, je commence à comparer les Covid longs à certaines formes longues de mononucléose infectieuse, à certaines formes longues de cytomégalovirus, qui sont des virus comme ça qui soit agissent très rapidement et peuvent en prendre plus, soit c'est des gens qui restent 6 mois fatigués avec des rechutes d'angine pour la mononucléose infectieuse. Ils ont du mal à s'en tirer, ils sont très fatigués, ils restent pas immunodéprimés mais fragiles. Et les cytomégalovirus, alors là ça peut rester 3 ans avec des répétitions comme ça, des infections itératives qui se répètent. Donc en fait on a quand même un modèle viral auquel on peut rattacher les Covid longs. Et par comparaison on peut quand même voir un peu ce qui va se passer dans le futur sur des gens qui guérissent. Dans la mononucléose, les cytomégalovirus sont des gens qui guérissent. Et quand on fait des examens aussi, on ne retrouve rien. Un peu comme dans le Covid-19. Et voilà. Donc moi, c'est un peu le modèle médical auquel je me rattache. Et donc les médecins qui s'intéressent au Covid long, comme moi maintenant, parce que moi je suis otorino au départ, donc je n'ai rien à voir avec le Covid long, sauf que je me suis intéressé à cause du groupe. Et ben on apprendra sur le tas, et puis sur le tas, et on fait en fait des modèles thérapeutiques qu'on compare sur d'autres pathologies qui ressemblent.
C'est comme ça qu'on va avancer. Le ministère de la Santé israélien aujourd'hui se prépare, on va dire, à l'hiver prochain, entre le Covid et la grippe hivernale, qui touche beaucoup de monde chaque année, malgré le vaccin d'ailleurs. Est-ce que en France c'est pareil? Est-ce que vous vous préparez à un hiver un peu compliqué entre le Covid et la grippe? Moi, je travaille à l'hôpital de la Ribosière, donc je sais un peu ce qui se passe dans les hôpitaux français. Dans les hôpitaux français, ils n'ont pas vidé les services Covid. Même s'il n'y a plus de malades, il est dysfonctionnel. Tous les lits sont là, les unités sont là, tout le personnel est là. Il est un peu réparti autre part maintenant, mais il est prêt à être de nouveau réquisitionné pour le Covid. Tout est resté en place. On n'a rien n'a changé dans les hôpitaux par rapport à la période où il y avait une surchauffe au niveau des services hospitaliers. Ils ont laissé les structures en place et ils attendent, ils sont prêts entre guillemets s'il y a une deuxième vague. Voilà. Mais le traitement n'est pas le même entre le Covid et la grippe et pourtant les symptômes se ressemblent. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir de confusion? L'avantage qu'on a eu dans cette épidémie, l'avantage c'est qu'il n'y avait plus de grippe. Donc on savait que tout patient qui avait une symptomatologie grippale entre guillemets était un Covid. Donc ça, c'était relativement simple quand on a eu ça au mois de mars. C'est vrai que le problème va se poser au mois d'octobre-novembre. Mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous, médecins de ville, en mars? On a traité les Covid comme des grippes après. Au début, on les a pas traités, on a mis du Doliprane, mais au bout d'un moment, on a recommencé à donner des antibiotiques, on a recommencé à donner des traitements avec des résultats plus ou moins importants en fonction de l'intensité de la charge virale. Mais on va recommencer à traiter tout le monde de la même manière. C'est-à-dire, on fera pas, à mon avis, on pourra pas faire la différence, on pourra pas faire des PCR à tout le monde. Là, on peut en faire à tout le monde parce que le nombre de cas a réduit. Mais à un moment, on pouvait pas en faire. Il aurait fallu faire, je sais pas, moi, un nombre inestimable par jour. Je ne sais pas si on pourra faire la différence, mais je pense que tout le monde aura un traitement type grippal. Au moins pour démarrer. C'est ça ce qui va se passer. À mon avis, c'est comme ça, en tout cas, que nous, médecins en ville, médecins de terrain, on va appréhender la chose. Docteur Besnainou, en Israël, depuis la sortie du confinement, depuis que les écoles, en tout cas, ont repris, on fait face à une nouvelle vague du Covid. Vous le savez, on appelle ça la deuxième vague. On est en plein dedans. Est-ce que en France, et pourtant les mesures sont les mêmes qu'en France, la distanciation, le port du masque, etc. Comment ça se passe en France aujourd'hui? Vous savez, il n'y a pas de peuple discipliné. Aucun peuple est discipliné. La même chose se passe partout dans le monde. Dans tous les pays, quand on prend pays par pays, on a la même chose. Les gens sont dans la rue, ils n'ont pas de masque, ils sont côte à côte, ils font la fête, ils sont dans les cafés. Là, il y a eu la fête de la musique en France. Il y a eu la fête de la musique, il n'y a pas de masque. C'était des milliers de personnes côte à côte. Des milliers de personnes, et puis on a des manifestations tous les 3 jours, vous savez, pour des manifestations. Donc il y a toujours une bonne raison pour avoir des attroupements de plusieurs milliers de personnes. Donc il va se passer ce qui s'est passé en Israël, certainement, mais c'est le prix à payer pour l'économie. L'économie doit repartir. Et donc il faut que ça reparte. Et c'est comme ça, partout dans le monde, c'est la même chose. Aucun peuple est discipliné, personne. Vous allez dans tous les pays du monde, vous voyez la même chose. Vous allez en Allemagne, c'est la même chose. Vous allez en Belgique, c'est la même chose. Pourtant, la Belgique a payé un très cher tribut. C'est partout la même. Les Italiens, alors, ils sont complètement lâchés. Et les peuples ne vont pas... Donc, automatiquement, il va y avoir une deuxième vague. L'important, c'est de la juguler, qu'elle soit pas très forte. Et comme on fait un maximum de tests en France, on en fait énormément en ce moment. Donc, on détecte énormément de patients. Il y a plus de 500 positifs par jour. Et ben, on arrive à les isoler, à isoler leur famille. Et je pense que comme ça, on pourra éviter que les clusters se développent. Et moi, j'ai bon espoir qu'on n'ait pas une deuxième vague, parce que le gouvernement français, pour le coup, là, on est au top. Ils ont la bonne méthode. Ils ont la méthode que vous avez adoptée, vous, au mois de mars. Et chez nous, on doute de la méthode aujourd'hui, justement. Non, vous avez la bonne méthode. Moi, je pense pas que vous aurez une deuxième vague. Vous n'aurez pas une deuxième vague. On parle déjà de deuxième vague, parce qu'on a plus de 200 patients, entre 100 et 200 patients jour supplémentaires. Et en plus, ça touche une nouvelle tranche d'âge, puisque ce sont les jeunes entre 16 et 26 ans qui sont le plus touchés. Ah bon? Ça, je ne savais pas, non. Oui. Non, je ne savais pas. Donc, je sais, pour avoir une deuxième vague, il aurait fallu, nous, on peut pas avoir une deuxième vague parce qu'on a eu
30 000 morts. Enfin, nous, on a eu une vraie vague. En Israël, vous avez eu, au départ, une vague qui n'était pas très, très, très importante, que vous avez jugulé. Nous, on est un peu dans votre situation à vous de mars. Et peut-être que vous êtes dans notre situation à nous en mars, proportionnellement à la population. Je ne me rends pas très bien compte par rapport aux chiffres que vous me donnez, ce que ça représente. Nous, 500 cas, nouveaux cas par jour, pour nous, c'est rien. Nous, c'était des milliers de cas par jour. Faut se rendre compte qu'une vague, c'est une vague. Hein. Une vague, c'est tout votre entourage est malade. C'est-à-dire que tous les gens que vous côtoyez sont malades. Il n'y a pas un qui n'est pas malade. Tout le monde est malade. C'est ça, la vague. Hein. Donc, quand on parle de vague, il faut savoir de quoi on parle. Une vague, nous, on l'a vu. On sait ce que c'est qu'un tsunami de Covid. Tout le monde est malade. C'est-à-dire que moi, à mon cabinet, sur 15 patients que je voyais, il y avait 13 Covid. Pour vous donner l'importance, la proportion c'était pas 200 cas, vous êtes combien? Non, c'est sûr qu'on ne sait pas la même proportion, mais bon, c'était pas traité non plus de la même manière, ça n'a pas été jugulé de la même manière. Le fait d'avoir fermé les frontières en Israël a protégé énormément le pays, chose qui n'a pas été faite en France. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, je pense que même si on avait fermé les frontières, je ne vois pas pourquoi l'Italie, l'Espagne, la France, les États-Unis, enfin, il y a quand même des similitudes. Je sais pas. Enfin bon, peu importe, l'essentiel, c'est que maintenant, nous, je pense qu'on est dans la bonne attitude, parce que statistiquement, on peut se le permettre. Le nombre de cas n'est pas suffisamment élevé pour qu'on puisse ne pas le faire. Et là, on a suffisamment de tests pour le faire, on a suffisamment de moyens pour surveiller les gens qui sont positifs et les isoler. Donc j'espère que nous, en tout cas, on puisse échapper à une deuxième vague, parce que si on devait avoir encore 30 000 morts, je vous assure que c'est pas gai. À partir du moment où vous avez un traitement, maintenant, au début, vous n'aviez pas de traitement. Il n'y a pas réellement de traitement. Quand on voit les cas, parce qu'on parlons des cas sévères, ne parlons pas des cas qu'on peut régler avec des antibiotiques au cabinet, mais parlons des cas qui sont en réanimation. Tous les traitements ont montré un effet. Il y a un effet général de tous les traitements. Tous les antiviraux ont montré leurs limites. Les anti-inflammatoires, comme le Tulisumab, chez qui on avait un grand espoir, ça a montré ses limites. Il y a eu une démission de tout le staff de l'assistance publique, l'hôpital de Paris, parce qu'il y avait des fuites qui disaient que c'était un bon produit et finalement ça n'a pas été aussi bon que ça. Donc au final, après 3 mois d'épidémie et 400 000 morts, on n'a pas de traitement pour les malades graves. Et donc, le vaccin, pratiquement au même point. Docteur, vous avez de l'espoir ou pas? J'ai de l'espoir sur le vaccin, parce que sinon il faudra apprendre à vivre avec, et c'est vrai que vivre avec ce virus autour de nous qui rôde comme ça en permanence, c'est vrai que c'est pas un mode de vie qui est très 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 agréable, mais bon, pour l'instant il faudra vivre avec, et le vaccin, si on écoute le professeur Raoult qui dit qu'il pourra jamais sortir, que ça n'a jamais existé. Maintenant, si on écoute les politiques qui mettent des milliards de dollars sur la table, peut-être qu'effectivement, avec tout cet argent, on va pouvoir trouver un vaccin, en espérant qu'il ne soit pas plus délétère que bénéfique. C'est bien ça aussi. Tout à fait. Bon, pour le moment, de ce que j'entends de votre part, docteur Besneinou, vous semblez plutôt optimiste. Ça réchauffe un peu le cœur. Moi, je suis optimiste. Même pour Israël, je suis optimiste. Parce que vous dites 200 cas, vous êtes paniqués, mais 200 cas, on arrive à les cloisonner. C'est techniquement possible. C'est 3000 cas qu'on n'arrive pas à cloisonner. C'est 10 000 cas par jour. On avait 25 000 cas par jour au moment d'une vague. C'est ça, une vague. Donc, moi, je crois pas qu'il faille paniquer. Je crois qu'il faille faire très attention, porter son masque, le gel, garder les distanciations, les mesures de... Mais après, il faut laisser faire le gouvernement qui a su faire la première fois. Mais là, malheureusement, ils sont obligés de déconfiner. Ils ne vont pas rester encore 3 mois dans les maisons. L'économie doit repartir. Moi, je dis que c'est le prix à payer à l'économie. Mais c'est comme ça. Très bien. Moi, c'est mon avis. L'aspect psychologique, on n'en a pas parlé, mais vous avez dû voir parmi vos patients et puis parmi tous les gens qui vous suivent sur ce groupe Facebook, beaucoup d'atteintes psychologiques de ce corona. D'abord par la maladie elle-même, ensuite par le confinement et puis la séparation au sein même des familles, et puis par les décès, tous les décès qui ont eu lieu. C'est terrible. C'est terrible. Psychologiquement, c'était une catastrophe. Parce que il y a des situations vraiment très très douloureuses. Moi, j'ai des patients
qui ont perdu d'ailleurs, il faut faire quelque chose pour eux, qui ont perdu des parents en Israël pour des raisons autres que le Covid. Ils n'ont pas été à l'enterrement de leurs parents. Ils peuvent même pas aller sur leur tombe. Des familles sont séparées, les enfants sont là-bas, les parents sont ici, les grands-parents ne peuvent pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Les gens sont déchirés en France. Hein. Et bon, ce que je dis pour Israël, c'est pareil pour les Portugais avec leur famille au Portugal, avec les Belges. Le fait de ces frontières bloquées, plus la maladie, plus ces morts tous les jours, c'est vrai qu'il y a une grande détresse psychologique. Et les gens qui sont malades sont aussi en garde des séquelles psychologiques importantes. Et Covid long, alors j'en parle pas. Moi j'ai vu vraiment, cet après-midi, j'avais un homme d'affaires qui a eu 20 affaires. On aurait dit une chiffre molle, il était complètement déprimé, il n'avait plus au travail, il peut plus travailler, il pense que le virus est en lui. C'est affreux, il était très fatigué. Il y a une semaine, je vois un monsieur qui est dentiste et qui est très dynamique. Il s'est endormi dans ma salle d'attente. C'est un Covid long aussi. Il s'est endormi dans ma salle d'attente pour s'endormir au niveau de fatigue qu'il faut avoir pour s'asseoir sur une chaise et dormir en 5 minutes. Mmh. Les gens sont très touchés par les Covid longs, donc il y a une grande détresse psychologique pour ces gens, surtout qui sont très dynamiques d'habitude. Et puis les familles aussi, il y a une grande détresse de séparation qui pose un problème. D'ailleurs, il y a, je pense, des groupes de grands-parents qui sont en train d'essayer de faire une association auprès de l'ambassade israélienne pour pouvoir aller voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Mmh. C'est une source de détresse, la séparation, qui s'est passée depuis 4 mois, et puis ils ne voient pas le bout. C'est ça le problème de ce Covid. Aucun pays n'ouvre ses frontières pour l'instant. Mmh. Et même la séparation au sein du même pays, puisque les grands-parents, on leur demande de pas trop voir les petits-enfants, etc., de pas les embrasser, cette absence de contact. Moi, j'ai dormi avec mes petits-enfants, enfin, je dormais avec mes petits-enfants. Mes petits-enfants ont dormi chez moi. Moi, je crois que quand il y en a deux petits-enfants qui viennent à la maison, les gens ne risquent rien. Mm-hmm. La charge virale est trop faible. Le problème de l'école, c'est quand vous mettez 200 gosses en même temps. Alors, la charge virale, s'il y a 3-4 malades, le fait qu'ils s'embrassent, on passe de 4 malades à 50, et là, la charge virale fait que ça explose. Mais si vous regardez chez vous deux petits-enfants, moi, j'ai fait ce week-end, j'ai fait Shabbat dernier, ils étaient aussi ici. Bon, des fois, ils dorment là. Non, ça pose pas de problème. Il faut pas que les gens s'angoissent. Il faut garder la mesure, il faut être raisonnable et faire attention, mais il faut pas tomber dans l'excès. Les grands-parents doivent voir leurs petits-enfants. C'est pas qu'ils doivent les voir. Ils ont besoin, pour leur équilibre mental, de voir les petits-enfants. C'est une prescription du médecin, justement. Alors, mais ça leur fait du bien. Tout à fait, bien évidemment. Alors, donc, on reste très optimiste quand même. On respecte les règles de sécurité. Oui. Vigilance. On attend le vaccin avec impatience. Et puis, oui. Oui, c'est mieux d'attendre le vaccin. Je pense que c'est lui qui nous sortira. Au final, j'y croyais pas tellement, mais plus le temps avance, plus je me dis que c'est lui qui nous sortira de cette affaire. Et puis surtout, si on présente le moindre signe qui nous fatigue ou qui nous oppresse, qui nous empêche de respirer, eh bien de consulter, ne pas hésiter à consulter son médecin de ville, son médecin traitant, et puis de se faire prendre en charge peut-être psychologiquement lorsqu'on souffre trop, lorsqu'on a une détresse psychologique. Bien sûr, et ne pas oublier que les enfants aussi peuvent avoir des détresses psychologiques. Parce que aussi, on était des éponges, ils ont beaucoup entendu parler de mort, ils ont vu leurs parents anxieux, ils ont vu leurs parents avoir peur, leurs grands-parents, ils n'avaient pas le droit, on leur disait, si tu vas voir ton grand-père, tu vas tuer le grand-père, enfin, je sais pas si vous voyez le niveau de culpabilité qu'ils pouvaient avoir. Donc, eux aussi, il faut pas les oublier. Moi, j'avais même conseillé, à un moment, on m'avait posé la question, de faire des cellules psychologiques dans les écoles pour les petits, pour évacuer ce qui s'est passé, comme on fait après une guerre. Tout à fait. Voilà, c'est la même chose, c'est une guerre virale. Qu'on n'a pas encore gagnée. Ah non, on n'est plus dedans, mais enfin, le premier rôle est passé quand même. On a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Mais on a passé une bataille quand même. Tout à fait. Vraiment. Enfin, surtout, nous, en France, vous ne savez pas ce qui s'est passé en France. C'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment une vraie guerre. Nous, on n'a pas connu la vraie guerre. Vous l'avez connue. Mais nous, je peux vous dire que la guerre virale, on l'a connue. Et je peux vous dire que ça a été terrible. Encore ce matin,
J'avais le fils d'un patient, il accompagnait son père, il a réussi à se déguiser en docteur, il a accompagné son père aux urgences Covid. Il m'a dit qu'il voyait les gens par terre s'étouffer sur les brancards en train de demander de l'oxygène dans les couloirs des hôpitaux parisiens. Hein. C'est pas... C'est terrible, c'est terrible. Il y avait des scènes de détresse avec le regard de la mort en train de demander de l'oxygène. Enfin bon, bien sûr, bien sûr. Et puis on a vu le nombre de décès et on a vu votre propre émotion à vous, docteur Besneinou, lors de nombreuses vidéos que vous avez tournées en direct sur Facebook pour vos abonnés. L'émotion que vous aviez de vivre ça oui, parce au quotidien. On a perdu beaucoup d'amis, dans des conditions affreuses. Ils sont restés des 20 jours, 25 jours, un mois en réanimation pour après mourir. C'était affreux. On a vécu vraiment quelque chose de traumatisant. En tout cas, merci pour votre témoignage, docteur Besneinou. À très bientôt sur les ondes de Cannes. Allez, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Allez, au revoir, bonne soirée.